Alors l'idée en fait de ce webinar, c'est de se focaliser sur un élément en fait qui arrive en amont des actions SEO et qui est pourtant essentiel. S'assurer quand on veut travailler une page donnée sur une expression donnée, mais que sa page est légitime, qu'on a une chance de ressortir sur Google, de façon à éviter d'avoir des actions SEO stériles, de vouloir travailler une page e-commerce par exemple sur une expression qui ne renvoie que derrière du résultat de type éditorial et perdre son temps. Donc l'idée, en fait, c'est de vous transformer un peu comme dans la série Esprit criminel en véritable profiler, sauf qu'on ne va pas chercher des criminels, mais juste Google et la SERP de Google. Donc pour ceux qui ne sont pas anglophones et qui sont un peu allergiques aux acronymes, je rappelle que SERP, c'est Search Engine Results Page. Donc mon accent anglais est mauvais, ce qui donne en français, en fait, la page de résultats des moteurs de recherche. Donc la première page Google dans notre cas. Alors le sommaire, on va d'abord s'intéresser rapidement à la notion d'intention de recherche. On va voir en fait exactement qu'est-ce qu'on entend par intention de recherche. On va voir que derrière des mots-clés se cachent des volontés bien précises des utilisateurs. On va voir en quoi le contenu doit être légitime. Et puis, on va ensuite s'amuser avec plusieurs exemples concrets pour que vous compreniez vraiment bien qu'est-ce que c'est que la notion de légitimité en SEO. Et après, à vous de jouer avec vos questions. Donc, la notion d'intention de recherche. Il est important de savoir que derrière chaque mot-clé se cache une intention bien précise. Un internaute qui tape un mot-clé, qu'est-ce qu'il peut vouloir? Il peut vouloir obtenir une information, il peut vouloir acheter en ligne aussi, il peut vouloir télécharger un logiciel ou une application, il peut aussi vouloir accéder à un site ou un service que l'on connaît. Par exemple, je suis sûr qu'aujourd'hui, OM, Olympique de Marseille, Stade Vélodrome, ça devrait avoir pas mal de recherches sur Internet. Ça peut être aussi ce soir le résultat du match. Accéder à une information bien précise. Alors, on distingue en fait plusieurs types d'intentions de recherche. L'intention de recherche, c'est vraiment pourquoi un internaute va taper tel ou tel mot-clé. Alors moi, j'en ai distingué trois grands types d'intentions de recherche et à peu près toutes les requêtes peuvent se répartir, être dispatchées dans l'une ou l'autre de ces trois intentions de recherche. Par exemple, des mots-clés, souvent, peuvent répondre à une intention de recherche que l'on va qualifier d'informationnelle. Quel est l'objectif? Tout simplement, obtenir un renseignement sur un sujet en particulier. Il peut s'agir d'informations pratiques, de tutoriels, de do it yourself, ou de données factuelles dont on a besoin. Toutes les thématiques peuvent être abordées dans les intentions de recherche informationnelles. Un exemple, âge Emmanuel Macron. C'est une intention de recherche informationnelle. On veut connaître l'âge de notre président. On peut vouloir connaître le salaire moyen français, savoir si on gagne plus ou moins que la moyenne des Français. On peut aussi taper salaire médian français pour savoir si on gagne plus ou moins que la majorité des Français. La notion de régime sans gluten. On peut s'intéresser à une alimentation sans gluten et taper ce mot-clé-là. On peut aussi s'intéresser au programme télé, tout simplement, ou à la météo. Dans ces cas-là, on tape météo plus le nom de sa ville parce qu'on a besoin d'une information précise. La météo sur sa ville. Il y a énormément d'intentions de recherche informationnelle, elles peuvent vraiment concerner absolument tous les secteurs d'activité. Dans l'immobilier, des intentions de recherche informationnelle, ça va être par exemple législation VFA, pour la vente en l'état futur d'achèvement. On a besoin d'une information précise, on va la chercher sur Google. On peut avoir une intention de recherche transactionnelle. Là, l'idée, c'est de passer à l'acte. Alors souvent, on pense à l'e-commerce dans l'intention de recherche transactionnelle, mais en réalité, l'intention peut être plus étendue que ça. Il peut s'agir par exemple à la réservation d'un restaurant. On est prêt à passer à l'acte, aller manger une bonne bouillabaisse par exemple au Vallon des Autres à Marseille, ou aller manger une bonne pizza sur les Champs-Élysées. On va réserver son restaurant en ligne. On a déjà une volonté de passage à l'acte. On peut vouloir trouver une boutique pour se déplacer à un magasin, ou pour prendre un rendez-vous par exemple dans un salon de beauté. On peut aussi vouloir télécharger une application. On a dans ces cas-là aussi une volonté transactionnelle. Télécharger un livre blanc, c'est aussi une intention de recherche transactionnelle. Même si le livre blanc est gratuit, en fait, vous le payez par vos coordonnées et vous allez réaliser une action qui va vous engager. Vous allez laisser vos coordonnées contre un livre blanc. Donc le livre blanc est aussi une recherche transactionnelle. On peut prendre rendez-vous, comme je le disais. Voici des exemples de requêtes de type transactionnel. Plat cuisiné sans gluten. Ça peut être parce que les plats cuisinés, on cherche vraiment à acheter déjà des plats cuisinés sans gluten. On peut vouloir chercher le Blu-ray de la dernière saison de Game of Thrones pour l'acheter. On peut vouloir chercher des chaussures Nike pas chères. On peut vouloir chercher des vestes en cuir et on met prix pour espérer avoir le prix le moins cher. On peut vouloir chercher les meilleures applications de jeux Android. Tout ça, ce sont des exemples d'intentions de recherche transactionnelle qui vont vous engager dans un passage à l'acte. Troisième grand type d'intention de recherche, l'intention de recherche dite navigationnelle.
Alors là, en fait, c'est utiliser le moteur de recherche pour accéder à un contenu qu'on a déjà identifié. Il peut s'agir d'un nom de domaine, il peut s'agir d'une marque, il peut s'agir d'une marque associée à une activité. Par exemple, vous adorez SEMrush, vous n'avez peut-être pas forcément mis SEMrush en favori, parce que finalement, c'est aussi rapide de taper SEMrush sur Google et de directement arriver en fait au site SEMrush. Vous pouvez aussi taper par exemple le blog SEMrush pour arriver directement au blog SEMrush. Vous vous intéressez aux animaux, vous connaissez le réseau de boutiques en ligne Animalis, ben vous tapez Animalis pour arriver sur le site Animalis. Vous voulez manger à un restaurant, vous connaissez le nom, vous tapez son nom directement sur Google. Vous voulez une info sur un magasin, vous tapez directement la marque. Vous adorez l'agence Digimood, vous voulez aller voir le site, vous tapez agence SEO Digimood. Vous n'allez pas commencer à chercher dans vos favoris digimood.com. Vous allez directement taper en fait le nom de la marque pour accéder à l'information. C'est ça en fait. La différence entre navigationnel et informationnel. Informationnel, c'est générique, on va dire. Navigationnel, c'est accéder à une information bien précise que l'on connaît déjà. Accéder en fait à un site qui va nous fournir une information bien précise. Alors, là, on vient de voir les trois intentions de recherche. Maintenant, on va s'intéresser à la notion de légitimité en contenu. Alors, vous savez en fait que Google, de plus en plus, met en avant la notion de moteur de réponse et pas simplement de moteur de recherche. Alors, Google affiche toujours des pages web en résultat et devrait continuer à les afficher de longues années encore. Par contre, Google ne se contente plus bête et méchant de nous fournir en fait des résultats qui reprennent les mots-clés que l'internaute a tapé. Ils se contentent tout simplement de scanner une page et se dire bah, tiens, cette page contient ce mot-clé, donc elle est pertinente pour ce mot-clé, on va l'afficher. Non, Google sait que derrière un mot-clé se cache une intention de recherche, comprend plus ou moins bien cette intention de recherche et va la traduire sur la SERP, déjà par des types de pages. Donc une SERP d'un mot-clé à l'autre, vous n'allez pas avoir le même type de page. Pour certains mots-clés, certaines expressions, vous n'allez avoir que des pages éditoriales. Pour d'autres, vous n'allez avoir que des pages e-commerce ou des pages listing, donc des catégories, par exemple toutes les piscines hors sol, ou directement un produit en particulier, si la personne cherche tel type de chaussures par exemple, ou tel type de vêtements, ou tel type de produit. La recherche universelle aussi, c'est une autre émanation en fait de la compréhension de Google sur une intention de recherche. On va avoir des résultats locaux, par exemple, si c'est un besoin transactionnel ou informationnel qui justifie des résultats locaux. On peut avoir des vidéos. Par exemple, sur l'informationnel, la vidéo ressort souvent parce que c'est une façon de répondre à un besoin d'information. On peut avoir des images. Vous allez avoir directement des images selon vos intentions de recherche. Après, on peut avoir de l'AdWords, notamment du Google Shopping, qui est un autre indice pour savoir comment Google a compris votre requête et quelle intention de recherche il associe à cette requête. On peut avoir du rich snippet aussi, de la position 0, du PPA. Donc ça, c'est les autres questions posées. Tout ça, en fait, va vous permettre de savoir comment Google comprend l'intention de recherche et si vous êtes légitime avec votre page, la page de votre choix sur une requête donnée. Prenons un exemple de requête, qui est ici un exemple avec un magnifique toutou avec son casque, prêt à partir en scooter ou en moto. Casque moto. On se rend compte, si on le tape sur Google, que c'est une requête 100% transactionnelle. On n'a que des résultats naturels associés à des sites e-commerce, on a du Google Shopping et on a du Maps avec uniquement des boutiques physiques directement pour aller se déplacer en magasin et acheter ses motos, enfin son casque moto. Donc on est sur une requête 100% transactionnelle. Autre exemple ici de recherche de requête donc purement informationnelle ou navigationnelle, qui souvent en fait utilise les données du Knowledge Graph. J'ai tapé acteur Game of Thrones. Acteur Game of Thrones, on est sur une requête informationnelle. On veut quoi? On va avoir une information précise sur les acteurs de la série. Et donc là, on voit que la SERP est profilée et calibrée pour nous apporter le plus rapidement possible cette information. Comment? Avec un carrousel qui permet de faire défiler l'ensemble des acteurs de la série Game of Thrones, plus ou moins par ordre de popularité, parce que Emilia Clarke, Daenerys, est l'actrice la plus en vue de la série. Jon Snow est aussi un des acteurs principaux, Sansa Stark aussi, Cersei aussi. Et plus on va vers la droite, plus on se rend compte que ce sont des acteurs qui jouent un rôle un peu plus secondaire. Donc ici, clairement, quand vous arrivez, vous tapez acteur Game of Thrones, vous vous rendez compte qu'on est sur l'informationnel. On a un carrousel avec les acteurs, on a aussi le knowledge graph qui nous renvoie vers la page, ça donne la page Wikipédia de la série avec des images. Donc on sait déjà
qu'on aura du mal à sortir avec une page e-commerce, voire on n'aura aucune possibilité de sortir avec une page e-commerce si on travaille la requête Game of Thrones. Il faudra apporter du contenu de type informationnel, éditorial. Autre exemple, sur notre requête, on est toujours sur de l'informationnel, c'est tutoriel post-gazon synthétique. On se rend compte que la vidéo, ici, a une belle présence. On a une vidéo qui est mise en avant, on a encore 2 autres résultats vidéo. Pourquoi? Parce que dans une recherche informationnelle, la vidéo est une réponse tout à fait adaptée. On veut savoir comment poser un gazon synthétique plutôt que d'avoir un long blabla de 800 ou 1000 mots. Mais la vidéo nous explique en 2 minutes comment on va faire avec des exemples concrets puisqu'on voit quelqu'un en train de le faire. Donc pareil, tutoriel post-gazon synthétique, on peut ressortir avec un site e-commerce, mais en aucun cas avec une page qui présente des produits e-commerce, qui est une page de listing catégorie e-commerce, une page produit. On devra avoir un espace éditorial pour pouvoir ressortir ce tutoriel post-gazon synthétique. Autre exemple de requête, basket Nike. Là, on est clairement sur de la requête transactionnelle. Un des indices pour voir si c'est de la requête transactionnelle, tout simplement, c'est le Google Shopping. S'il existe de l'AdWords et des flux Google Shopping sur une requête donnée, on peut partir du principe que le e-commerce a une belle place à jouer, une belle carte à jouer pour ce type de requête. Basket Nike, c'est logique, on recherche avant tout du transactionnel, on tape basket Nike pour voir une série de baskets de marque Nike et pour les commander directement en ligne ou se déplacer en boutique. C'est pour ça qu'on a, vous le voyez à l'écran, sur la droite, un bel encart Google Shopping. Et on voit qu'on a de l'AdWords qui revient. Et vous voyez là les résultats. Le site officiel de la marque en top 1, top 2. Troisième position, un site e-commerce avec une page catégorie. Donc on voit immédiatement que c'est une requête clairement transactionnelle. Donc sortir avec une page éditoriale sur Basket Nike, vous allez ramer et vous n'avez aucune certitude d'y arriver. Parce que vous n'êtes simplement pas légitime par rapport à l'intention de recherche qui se cache derrière l'expression. Donc maintenant, on va voir des exemples concrets. Comment vous pourrez devenir un véritable profiler de la SERP. Un peu comme dans l'esprit criminel, ils vont rechercher les criminels en se mettant dans leur tête, en voyant comment ils pensent. Vous allez faire pareil. Vous allez taper une requête sur Google et vous allez voir comment Google analyse cette requête en fonction des résultats qu'il renvoie. L'idée, c'est vraiment de vous inscrire dans la logique qui est propre à l'algorithme. Vous allez analyser la nature des résultats et vous saurez pour chaque requête visée quelle est l'intention de recherche, quels sont les types de résultats, et aussi, autre élément important, si la SERP est sensible aux synonymes. Si vous vous rendez compte que la SERP renvoie les mêmes résultats ou quasiment les mêmes résultats pour 2 mots différents, vous aurez du mal à ressortir si vous créez 2 pages distinctes. Je prends un petit exemple, louer et location. Si vous tapez louer voiture et location voiture, vous réaliserez très vite que pour louer voiture, l'immense majorité des titles, des résultats en première page utilisent le terme location, voire la quasi-totalité. Donc, ce n'est pas forcément pertinent de créer une page louer voiture plus ville, alors que ce sont les pages location voiture plus ville qui ressortent, parce que Google sait que louer voiture est synonyme de location voiture. Alors, l'analyse de la SERP. Ici, l'idée, c'est vraiment ensemble d'aller se faire plaisir en analysant quelques requêtes données et en voyant ce qu'il en ressort. Premier exemple. Alors, c'est un exemple qui m'est arrivé avec un client. La notion, la requête qui s'appelle Arena. Alors, Arena, le client me dit, moi, je veux sortir avec ma page listing e-commerce qui présente les produits de la marque Arena sur le terme Arena, parce que pour moi, c'est l'expression la plus pertinente. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé taper en navigation privée sur Google Arena et j'ai regardé ce que me disait la SERP. Alors ici, vous avez une SERP localisée sur Marseille. Vous aurez des résultats différents si vous êtes sur d'autres villes. Je vous expliquerai comment, après, dans les outils, on peut voir la SERP d'après la ville de son choix. Donc, pour Arena à Marseille, qu'est-ce que j'ai? Je me rends compte que j'ai beaucoup d'homonymes par rapport à la marque de maillot de bain. J'ai par exemple 6 résultats sur 10 quand j'ai fait la recherche qui m'ont renvoyé des accès aux extranets des facs. Les extranets des facs s'appellent Arena. Donc, j'ai 6 résultats sur 10 qui me renvoient vers l'accès à l'extranet de la fac. J'ai un résultat qui est le site officiel de la marque. J'ai la page Wikipédia sur un système militaire qui s'appelle Arena. J'ai un serveur de jeu qui s'appelle Arena et j'ai un article de presse sur une salle de concert parce que vous avez une série de salles de concert Arena. J'ai une recherche universelle, donc l'encart Knowledge Graph sur le jeu vidéo et sur l'entreprise Arena. J'ai 3 résultats locaux quand je suis à Marseille, un cirque, une salle de réception
et une arène. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que Arena, qui est une requête très généraliste, Google est incapable de comprendre l'intention de recherche qui se cache derrière Arena. Est-ce que c'est un étudiant qui veut aller sur son extranet? Est-ce que c'est un gamer qui veut aller sur le serveur de jeux vidéo? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la marque Arena Water Instinct? Est-ce que quelqu'un s'intéresse aux résultats militaires? Est-ce que c'est les salles de concert? Google n'en sait rien, donc balance un peu des contenus dans tous les sens. Moralité, si mon client, je lui dis oui, allez, on va optimiser ta page, tu vas sortir sur Arena en première page avec ta page e-commerce, je lui mens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 0 résultats qui sont des pages listing e-commerce. Donc, il faut réfléchir à une autre approche, une autre expression. Cette autre expression, c'est tout simplement, on va le voir. Donc là, je vous ai expliqué qu'on n'est pas légitime. Vous avez une publicité Arena. Je passe vite, du coup. Tout simplement, on n'est pas légitime sur l'expression Arena. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler Arena Natation. Il y a un petit volume de recherche de quelques centaines de recherches par mois, donc quelques milliers si on met ça, on décline ça sur l'année. Qu'est-ce que j'ai? J'ai de la publicité AdWords qui renvoie vers une page de catégorie ou listing, comme vous préférez, e-commerce. J'ai de la recherche universelle qui me renvoie vers une boutique physique Arena. Donc on a déjà compris la notion d'intention de recherche autour de la transaction. J'ai des recherches associées vers d'autres boutiques. Donc ici, la recherche universelle me renvoie vers des boutiques physiques. Donc on est vraiment sur du transactionnel. Et en résultat naturel, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 résultats qui sont le site officiel de page du site officiel Arena Water Instinct. J'ai la page Wikipédia de la marque Arena, parce que c'est peut-être Arena Natation une intention de recherche navigationnelle. Google ne l'écarte pas pour aller vers la marque Arena et en savoir plus. J'ai une page d'accueil de site e-commerce dans 2 cas sur 10 et j'ai 5 pages de listing e-commerce. Donc si mon client veut être visible sur la marque Arena, il a tout intérêt à travailler sa page listing e-commerce sur Arena Natation, puisqu'il y a déjà 50% de pages listing présentes. Il est légitime. Autre exemple qui est super intéressant, le sans gluten. Ici, vous avez 3 requêtes décomposées et ces 3 requêtes correspondent à 3 types d'intentions de recherche et 3 surtout compréhensions différentes de l'algorithme qui renvoient vers des résultats différents. Si vous tapez aliments sans gluten, vous avez une position 0, vous avez du PPA et vous avez 10 résultats naturels, 9 articles de type blog, un fichier PDF. Donc quand un fichier PDF ressort, en général, on est sur de l'informationnel. Le fichier PDF, c'est clairement un type de résultat qui relève de l'informationnel dans 99% des cas. Donc, aliments sans gluten, je suis sur une page 100% informationnelle. Si vous voulez y aller avec votre page listing e-commerce, accrochez-vous, vous allez faire une super optimisation sémantique, vous allez vendre un rein pour vous acheter des liens super bons, sauf que derrière, vous n'allez pas y arriver parce que vous êtes simplement illégitime, vous n'avez aucun résultat e-commerce pour aliments sans gluten. Si on prend plats sans gluten, vous avez une position 0 avec une liste de recettes autour des plats sans gluten. Vous avez 10 pages listing de recettes. Vous avez un résultat AdWords et 2 produits Google Shopping en promotion. Donc, clairement, on est sur de l'informationnel. Et on est notamment sur une compréhension de synonymes. Plat sans gluten, pour Google, ça veut dire recette sans gluten, puisque vous avez 10 pages naturelles qui renvoient vers des recettes. Et pourquoi vous avez des résultats e-commerce et AdWords, enfin Google Shopping et AdWords? Parce que Google, à la base, c'est une entreprise qui a envie de gagner de l'argent. Ils se disent, OK, l'intention de recherche à la base, c'est de la recette de cuisine sans gluten. Par contre, peut-être que la personne qui va avoir une pub vers des produits de plats sans gluten, il va se dire ça m'intéresse, il va cliquer et ça nous fera toujours un peu de blé. Ce qui est un comble quand on parle de sans gluten. Maintenant, troisième requête, les plats préparés sans gluten. Là, typiquement, qu'est-ce qu'on a? Une position 0 qui est issue d'une page catégorie e-commerce. 10 résultats naturels qui sont que des résultats de listing e-commerce. Et on balance pas mal d'AdWords, donc 5 résultats AdWords et 14 produits Google Shopping. Donc on est clairement sur du 100% transactionnel. Qu'est-ce que vous en retenez? Si vous avez un site e-commerce sans gluten, vous devez travailler l'expression plat préparé sans gluten directement pour votre page listing e-commerce. Si vous voulez sortir sur aliments sans gluten ou plats sans gluten, vous devrez avoir une autre démarche et créer du contenu éditorial de façon à pouvoir sortir beaucoup plus facilement. Sinon, vous n'y arriverez tout simplement pas.
Autre élément, donc maintenant si on passe à l'étape suivante, voilà, vous avez ici les SERP du coup. Vous voyez bien, comme c'est visible ici, la notion sur la gauche d'informationnel avec les PPA, la position 0, les résultats naturels. Les places en gluten, vous voyez que vous avez des recettes, 15 places en gluten, les places en fun, recettes en gluten. Et vous voyez sur la page de droite que vous avez l'e-commerce qui est mis en avant par le Google Shopping en premier, par en dessous l'AdWords, et après des résultats qui renvoient vers du listing e-commerce. Donc voilà ce que je vous disais, site éditorial, espace éditorial, aliments sans gluten, site de recettes de cuisine ou espace recettes de cuisine, place sans gluten, site e-commerce, page listing e-commerce, plat préparé sans gluten. Si vous essayez de jouer au jeu du millimélo et de mélanger ça, vous n'y arriverez tout simplement pas. Vous aurez des actions SEO stériles qui vous coûteront de l'argent pour rien. Autre exemple qui est intéressant, la notion de location de voiture avec deux villes. Si vous analysez la SERP, vous vous rendrez compte que oui, vous avez toujours des résultats autour de la location de voiture, mais vous n'avez pas les mêmes typologies de résultats qui ressortent. La location de voiture Gap vous renvoie par exemple sur de la publicité AdWords, évidemment, parce que c'est une requête très transactionnelle, vers des résultats Google Maps, requête transactionnelle, donc on envoie vers les agences locales si la personne est présente physiquement ou va se déplacer physiquement. Après, sur Gap, on a 6 pages listing donc, qui listent des offres de location ou des agences. Vous avez 4 pages d'agences avec les horaires de l'agence, avec des informations sur une agence bien donnée, à une adresse bien donnée. Si on va voir location voiture Lyon, on se rend compte, en plus des AdWords et des résultats Google Maps, on a 9 pages listing d'agences ou d'offres pour une page d'agence ou une page éditoriale. En fait, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Qu'est-ce qui est intéressant quand on profile ce type de requête? On se rend compte que la taille de la ville joue sur la nature des résultats disponibles et donc sur la composition de la SERP. Quand vous êtes sur, par exemple, une grande ville comme Lyon, Marseille, Paris, Toulouse, en général, les grands groupes comme Rent-A-Car, Sixt et compagnie ont plusieurs agences sur cette ville. Donc, quand Google crawl le site, détermine la page la plus pertinente, il va se dire, tiens, par exemple, le Rent-A-Car a 3 agences sur Lyon. Donc, pourquoi on ferait ressortir en avance sur la page de résultats à Lyon une agence plutôt qu'une autre? Là, il n'y a pas de logique. Donc, Google se dit la meilleure réponse à cette intention de recherche-là, c'est d'envoyer une page listing qui liste la totalité des agences de Rent-A-Car sur la ville de Lyon. Donc, c'est pour ça que vous avez plus de pages listing. À l'inverse, une petite ville comme Gap, les grands groupes comme Rent-A-Car, Sixt, Avis et compagnie n'ont qu'une agence sur la ville. Donc, il n'y a pas d'intérêt à renvoyer sur une page listing qui ensuite, s'il n'y en a qu'une, va demander un clic supplémentaire pour arriver sur la page agence. Google, dans ces cas-là, affiche directement la page agence. Alors, c'est un petit raccourci parce que, par exemple, le maillage interne va jouer. Quand vous avez plusieurs agences sur une ville, la page listing bénéficie d'un contenu plus long parce qu'elle présente les différentes agences. En résumé, elle bénéficie de plus de maillage interne. Mais en tout cas, ce qu'on retient, nous, quand on veut travailler une expression, on se dit location voiture Gap, ma page agence, elle est pertinente, elle peut ressortir. Par contre, location voiture Lyon, il me faut une page listing si j'en ai pas encore qui liste toutes les agences disponibles sur la ville de Lyon. C'est la meilleure solution pour ressortir. Autre exemple qui est intéressant, cette fois-ci, plus sur la notion de synonyme. En fait, vous allez vous rendre compte, je vous donnais l'exemple de louer location tout à l'heure, mais vous allez vous rendre compte, quand vous tapez en navigation privée une requête sur Google, que parfois, ce sont des pages avec des termes synonymes qui ressortent. Alors, pour identifier si c'est des synonymes ou pas, le mieux, c'est de s'en tenir à la title. C'est la balise la plus importante en SEO, regardez ce que les balises title ressortent. Je prends un exemple. J'ai tapé bot gros mollet. C'est une requête qui a fait beaucoup de volume parce que c'est une vraie préoccupation des clients et clientes. Donc, quand je tape bot gros mollet, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la publicité AdWords, 24 produits Google Shopping, 3 résultats Google AdWords. J'ai du résultat naturel. Donc, j'ai 6 pages listing e-commerce, une page d'accueil site e-commerce et 2 pages éditoriales, dont de forums, blogs qui sont connus dans le domaine. Et j'ai des images issues de Google Images parce que on est sur un produit de mode et l'image est aussi une réponse intéressante qui vient enrichir la SERP. Donc, Google en affiche. Donc, on a une intention transactionnelle qui est dominante, mais on a surtout une notion de synonyme. On se rend compte, en effet,
quand on tape ça, ben, qu'on a un title qui reprend les termes bot, mollet large et bot, gros mollet. Donc en fait, les termes mollet large et gros mollet sont présents sur un title. 8 titles sur les 9 reprennent uniquement la notion de bot mollet large. Gros mollet n'apparaît pas du tout dans le title et même pas du tout dans le contenu. Pourquoi? Parce que c'est une question en fait de politiquement correct. Moi, j'arrive à un âge où j'ai une petite brioche. Quand je vais acheter quelque chose, un t-shirt dans un magasin, la vendeuse va pas me dire monsieur, vous avez un gros bide. Elle va me dire monsieur, vous êtes fort, prenez la taille au-dessus. Et là, c'est un peu pareil en e-commerce. Gros mollet, c'est un peu péjoratif. Donc, les sites e-commerce, dans une immense, immense, immense majorité, utilisent le terme mollet large. Donc, la SERP de Google renvoie cette compréhension par l'algorithme. Ben, mollet large, ça veut dire gros mollet. C'est pour ça que vous pouvez sortir sur gros mollet via la requête optimisée, via l'optimisation sur la requête bot mollet large. Et c'est important de le faire parce qu'autant vous allez vous dire, moi je veux bosser gros mollet, donc vous allez le bosser, et l'algorithme dit, ben, gros mollet, c'est pas forcément plus pertinent que mollet large pour ressortir sur gros mollet. Donc c'est une notion qui est importante. N'allez pas risquer de dénaturer votre site avec un contenu autour du terme gros mollet qui est péjoratif si bot mollet large vous permet d'y être. Fiez-vous toujours à la SERP et voyez ce que Google veut. Donc on a vu ces quelques exemples qui je pense vont susciter quelques questions après. Intéressons-nous maintenant à la boîte à outils pour mieux profiler la SERP. Donc je vous ai donné quelques outils pratiques. Commençons par le meilleur d'entre eux, SEMrush, la SEO, la fonctionnalité SEO Content Template. Donc je vous ai remis le lien ici, est super utile pour pouvoir en fait profiler la SERP rapidement. Donc vous rentrez une expression clé et vous visualisez immédiatement les titles des résultats qui sont en première page de Google. Ça vous fait gagner du temps. Vous découvrez aussi les mots-clés utilisés par les pages positionnées. Ça peut être utile notamment dans les notions de voir si c'est du transactionnel, de l'intention, de navigationnel ou de l'informationnel, suivant les termes, le champ lexical utilisé. Ça peut vous permettre aussi de mieux cerner la notion en fait de synonyme. Et en même temps, une autre info donc, qui touche pas directement à la légitimité en termes d'expression, mais qui est importante pour savoir comment vous positionner, la longueur moyenne de contenu nécessaire pour être en première page. Idéalement, moi je conseille plus de 750 mots pour être en première page, en moyenne. Par contre, on se rend compte que suivant la requête, ça peut monter à 1000, 1200, 1500 mots. Donc toujours pareil, si vous voulez être légitime sur une expression, alors vous avez une page éditoriale pour une expression qui renvoie du résultat éditorial. C'est super, la première étape est faite. Avant d'aller balancer du lien, acheter des liens, vous ruiner et perdre du temps à faire du linking, regardez si votre contenu est assez long. Si vous avez une magnifique page éditoriale de 150 mots ou de 200 mots, quand la concurrence en moyenne en première page a des contenus de 1500 mots, vous pouvez vous lever tôt pour réussir à les déloger. Et ça va vous consommer 10 fois plus de budget netlinking, alors qu'il vous suffirait de retravailler votre contenu déjà et de vous aligner sur la longueur. Donc ça, c'est vraiment un super outil en or que vous propose SEMrush et je vous invite à aller le voir de plus près. Autre outil qui est intéressant. Est-ce que vous voulez savoir si les résultats en fait qui sont proposés sont de type e-commerce ou pas? Ben, le plus simple, c'est de voir derrière quel est le type de CMS qui est utilisé. Comment faire pour connaître un CMS utilisé? Vous avez des outils en ligne, donc whatcms.org et builtwiz.com. Vous pouvez aussi utiliser des extensions. Personnellement, j'utilise Wapalizer. Vous l'avez directement sur la droite en haut, comme vous l'installez sur Chrome par exemple. Et vous cliquez dessus, il vous dit tiens, là, cette page-là, c'est le CMS Magento, là, c'est PrestaShop, là, c'est WordPress. Donc, vous pouvez facilement identifier si on est sur de la page e-commerce ou pas. Autre information qui peut être intéressante, vous allez peut-être avoir besoin de profiler la SERP depuis une ville donnée, parce que vous avez une volonté de savoir si les gens qui sont sur Paris, par exemple, quelle est la SERP sur une recherche tapée depuis quelqu'un sur Paris. Donc Bright Local a un outil en ligne gratuit qui vous permet de faire ressortir les résultats, d'afficher la SERP selon la ville de votre choix. Donc c'est super intéressant parce que vous saurez directement comment apparaît la SERP à Marseille, Paris, Lyon, Bruxelles ou Tombouctou.
Donc, si vous voulez en savoir plus, on a fait le tour de la question. Maintenant, on va répondre à vos questions. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter après, derrière, sur Twitter, @benjamin_thiers, par mail à betière@digimood.com. Retrouvez les infos qui vous intéressent sur SEMrush. Donc, vous avez ici l'URL directement de la liste de mes articles, ou en lisant le livre que j'ai coécrit avec Julien Ringard qui s'appelle Ce que Google veut, comprendre le référencement. Et je vous remercie d'être si nombreux à avoir suivi ce webinaire. Et je réponds maintenant volontiers à vos questions en laissant la parole à Olivier. Merci à tous.